Hello tout le monde, j'ai une jolie musique sur les oreilles, c'est pas celle que vous entendez. J'ai la musique de l'écran que vous voyez, Collection of Saga, Final Fantasy Legend. Elle est vraiment chouette, la musique. Mais c'est marrant parce que du coup je vous parle avec cette musique sur les oreilles. J'avoue que j'ai pas trop potassé le logiciel pour savoir comment l'enlever pendant que je vous parle. Du coup c'est chouette, j'ai une musique hyper épique en fait. Voilà, j'ai une musique qui booste, qui donne de l'énergie. Vous savez comme le savon jaune des années 80, la Zest. Truc qui puait l'acide citrique. Voilà, qui était censé nous réveiller. Ouais, les gosses adoraient ça. C'était parce que c'est une espèce de savon un peu tigre, on va dire, au niveau visuel. Il était jaune, rayé. Putain, la musique, elle s'emballe. Hein. Enfin, vous avez de la chance de pas la voir. Je sais pas si ça devient même pas gênant au bout d'un moment. Elle est assez incroyable. Très belle musique, ouais, effectivement. Alors, Collection of Saga, vous demandez, peut-être vous vous demandez ce que c'est. C'est une compilation de 3 jeux qui m'ont... surtout le premier. C'est une compilation de 3 jeux sur Game Boy. La vieille Game Boy, donc la version noir et blanc de la Game Boy, c'est-à-dire avant la couleur, avant l'Advance, etc. Et en fait, c'est le tout premier jeu donc, qui s'appelait Saga, m'a vraiment marqué. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai jamais fait le deuxième, je l'ai à peine commencé, et j'avais fait le troisième et je l'avais trouvé sans plus. Il est sympathique. Le premier m'a vraiment retourné. Voilà, pour moi, c'est de très très loin. Ceux qui ont fait le premier, ceux qui ne connaissent pas en fait, qui n'ont jamais fait le premier Saga et Seiken Densetsu, qui sont deux jeux de Square Enix, pensent que Zelda, c'est le meilleur jeu de la Game Boy. Ceux qui ont fait Saga savent que Saga, c'est le meilleur jeu de la Game Boy. Il est impressionnant. Mais après, il faut avoir une acquaintance avec les JRPG. Ouais, parce qu'en Occident, on avait un peu de retard avec les JRPG. Il a fallu attendre Final Fantasy VII, hein, qui est donc sorti bien plus tard, c'était dans les années 90, pour que le public occidental commence à comprendre ce que c'est qu'un JRPG et apprécie le truc. Voilà. Alors comment allez-vous? Je vais un peu sur le chat. Je vois qu'il y a Static Shock qui nous dit hello. On a Artalis qui fait l'andouille avec des smileys, on dirait des patates qui jouent avec des petites lumières, vous savez, comme dans les concerts. Je sais pas trop ce que c'est. Pourquoi pas. Il y a Avatar Blanc qui est là aussi, qui répond à quelqu'un, du coup je vais pas lire. On a Paisible, salut Paisible. On a NIB donc manifestement, parce que je vois quelqu'un qui lui répond. Donc je dis salut NIB, hein, je suis quand même poli. Des Artalis qui nous dit Zebardi. Et Zebardi, je sais pas ce que ça veut dire, mais pareil, Zebardi. On a Altef4 qui est là, qui nous dit oh là. On a Drajoan aussi, voilà. Je vais passer Shadow tout à l'heure, donc avant de le rappeler Shados, tant que j'y pense, j'appelle Shadow. Shados reviendra, je sais pas pourquoi j'aime bien Shados. Hein. On a quoi d'autre? On a Sulpux Nuit. Sulpux. Ça va Sulpux? On va t'appeler Su, non? Sulpux nous dit bonjour. On a Clem qui est là aussi. Ah, Anne qui tousse, mais il y a des pseudos que je ne connais pas. Donc soit vous avez changé de pseudo, soit il y a des nouveaux. Avatar Blanc qui est là aussi, qui dit fin de week-end, de bonne visite, donc ça va super. On a Kishiroken qui est là, donc je vous rappelle que Kishiroken c'est quand même l'auteur de Gun, donc un peu de respect. Bah ouais, nous on n'a pas pu avoir Isayama, donc on se rattrape sur Kishiro, qui est pas moins bon, hein. Attention, hein. Kishiroken, c'est un bon. Gun, mais Gun, il faut arrêter. Gun, c'est 9 tomes. Hein. C'est les 9 premiers volumes. Après, c'est une vaste blague avec un dessinateur qui n'est pas le même et qui se fait passer pour une pseudo-suite ou une pseudo-préquelle, je sais plus, je m'en fous. Voilà. Gun, mais c'est un chef-d'œuvre en 9 volumes. Et encore, on pourrait même pinailler. Parce qu'en fait, le début, c'est-à-dire les 4-5 premiers sont vraiment bons. Et après, déjà, ça c'est un peu moins bon, mais ça reste cool quand même. Voilà. Il y a Shadow qui nous dit qu'il ne voyait pas le chat. Je sais pas comment c'est possible. Il n'y a que ça. Voilà. Même si tu ouvres tes volets, tu regardes le ciel, c'est un énorme chat à Yankee. Ouais, vous n'avez pas le choix. Vivement d'ailleurs qu'un jour un influenceur soit assez puissant pour nous faire un truc pareil. Voilà. Qu'on soit vraiment obligés tous de le subir. Parce que là déjà, bon voilà, il y a les hashtags, il y a le top tendance, on subit des gens, on se dit c'est pas forcément des gens qu'on apprécie quoi. Et le jour où il y en a un qui sera très puissant, on sera tous obligés, même les gens qui n'en ont rien à faire de tout ça, qui sont obligés de le subir. Ça viendra. Qui aurait pu croire il y a quelques décennies qu'un jour on verrait popper toutes les semaines le nom de gars qu'on n'aime pas ou d'œuvres qu'on n'aime pas? Personne n'aurait pu le deviner. C'est ça le capitalisme. C'est le truc qui marche, vous êtes obligé de le consommer ou de le connaître. Voilà. Il y a quelques décennies, on disait Nintendo, il y a des gens qui disaient c'est quoi Nintendo? Aujourd'hui c'est impossible. Ah oui, le monde change. Et on s'habitue en plus, on fait même plus attention. Ça paraît naturel, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais quand on est dans ce milieu-là, on se pose pas de questions. Il n'y a que les vieux, en fait, qui savent.
Voilà, mais les vieux, on les écoute pas. On se dit c'est des boomers. On se dit ils disent n'importe quoi, c'est des vieux. En plus, ils votent pour Macron. Ce qui est pas vrai, hein. Ça, c'est le principe de la politique, c'est de faire en sorte que le petit peuple se tape sur lui-même. C'est-à-dire que les jeunes tapent sur les vieux, les blacks tapent sur les whites, les féministes tapent sur les virilistes. Ça, c'est le principe des gens qui nous dominent. C'est qu'ils font en sorte que qu'on se tape entre nous, on se tape dessus. Comme ça, on pense pas à leur taper dessus parce qu'en fait, le véritable ennemi, c'est eux, quoi. Oui, oui, j'ai dit ennemi, je pèse mes mots. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter un podcast merveilleux de Henri Guillemin sur Napoléon Bonaparte. 6 heures, hein, attention, soyez prévenus. Mais alors, vous allez apprendre de ces trucs. Wow, une merveille. Je l'ai écouté là récemment. Je savais pas que Napoléon Bonaparte était une crapule à ce point-là. Je pensais pas qu'on nous avait tous menti sur son sujet à ce point-là. C'est magnifique, magnifique. Quand je pense qu'il y a des gens qui tentent de déboulonner les statues de Victor Hugo, qui était un grand homme, vraiment un type proche du peuple, un mec qui donnait un tiers de sa fortune aux miséreux, un mec qui a pointé du doigt la misère, c'est-à-dire qu'avant lui, les gens ne savaient pas ce qu'était la misère. C'est-à-dire que lui, il a fait la distinction pauvre-misère. Il a dit attention, il n'y a pas que les pauvres et les riches, il y a aussi les miséreux. Il y a la misère. C'est-à-dire ceux qui savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain. Parce que dans la tête des gens, c'était être pauvre, c'était ne pas être riche, quoi. Lui, il a commencé à montrer qu'il y avait un taux de mortalité énorme chez les pauvres. Le gars, il a pointé du doigt la douleur de la misère qui était cachée, en fait. Un grand homme, Victor Hugo. Voilà, comme Lamartine, des grands hommes. Voilà. Et à côté de ça, ou encore Robespierre aussi. Et à côté de ça, on nous parle de Napoléon, qui est un monstre fini. C'est amusant parce que d'écouter Napoléon, j'ai mieux compris Sarkozy et Macron. C'est que Napoléon, c'est leur modèle, en fait. Et ils disent De Gaulle, mais pas du tout, hein. C'est Napoléon. Voilà. C'est écoutez 6 heures de Napoléon, après vous ferez ah putain, ouais. Ok. Il a tout fait comme Macron, mais bien avant lui, quoi. C'est-à-dire qu'il a vendu la France, il a tout détruit juste pour faire grossir sa fortune personnelle. Ça, c'est Napoléon. Voilà, le vrai. Napoléon, il pensait qu'à une chose, son pognon. C'était un imbécile, comme Emmanuel Macron. C'est pas pour l'attaquer, hein. Emmanuel Macron, c'est pas une lumière. Pareil, c'était un mec qui savait pas trop écrire, qui parlait pas très bien, Napoléon. Une espèce de grosse brute, enfin, un gros arriéré, quoi. Et le gars, il a tout vendu en France. La Banque de France est née sous son règne. C'est un pays qui est venu, c'était une boîte privatisée, en fait. Qui a dit, écoutez, faites-nous passer pour un... On va dire qu'on est la Banque de France, comme ça les gens nous accepteront. Et pour de la thune, il a accepté. C'est le premier influenceur, en fait. Bonaparte, c'est le mec le plus compromis de l'histoire. Je savais pas que c'était possible à ce point. C'est pendant 6 heures, toutes les 2 minutes, il y avait une compromission. Et ce pauvre historien, qui est un génie, hein, Henri Guillemin, qui à la fin est désolé, et il dit qu'il a cherché qu'est-ce qu'il y avait de bien à dire sur Napoléon, et il a rien trouvé. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il a remporté les batailles, sauf que quand on sait que de son propre aveu, Napoléon disait que pour vaincre les autres, il fallait juste avoir le double, le double d'hommes, en gros, il envoyait les hommes au massacre. Lui, il prenait beaucoup de gens, il en avait rien à foutre de les tuer. Et c'est comme ça qu'il gagnait. C'est terrible. En fait, il n'y a rien de bon à dire, quoi. Mais je vous le dis, hein, si vous êtes dépressif, par contre, n'écoutez pas. Hein. Vous allez vous tirer une balle. Si Macron déjà vous énerve, Macron, c'est le niveau very easy. À côté, Napoléon, c'est Elden Ring. Hein. C'est Elden Ring, hein, Napoléon. C'est le mec... Macron, c'est une goutte de Napoléon. C'est une goutte diluée. Vous voyez, il essaie de faire pareil, quoi. Mais Napoléon, il a embobiné tout le monde. Et ce qui est dingue, c'est que des pays finissaient par s'allier pour lutter contre Napoléon, et les mecs devaient clamer, on ne sait pas contre la France, hein. On fait pas la guerre contre la France. Nous, ce qu'on veut, c'est Napoléon. Le mec, tous les pays le détestent. Quand j'étais gamin, je voyais des séries mecs anglophones, et dans les séries anglophones, on se foutait de la gueule de Napoléon, et je comprenais pas. Je me disais, bah, c'est un empereur, c'est un grand homme. Et je me disais, c'est sans doute parce qu'il les a battus qu'ils le prennent mal. Maintenant, je comprends, en fait. J'étais dans le déni à cause de mon éducation. C'est-à-dire que l'école m'avait enseigné qu'en fait c'était un grand homme. Comme on nous dit que Jeanne d'Arc c'est une légende. Alors que pas du tout. Non, en fait c'est le pire des monstres. Napoléon c'est la pire chose qui soit. Je vais vous dire un truc. Il devrait être inacceptable de virer le nom d'un homme politique sur une rue ou de déboulonner une statue d'une personnalité tant que celles de Napoléon seront debout et tant que son nom sera dans la moindre des rues. C'est-à-dire que la première chose à faire d'abord, c'est de virer Napoléon de l'histoire et de réhabiliter le véritable Napoléon, c'est-à-dire Bonaparte. Je dis même plus Bonaparte, moi je disais Bonaparte, non je dis Bonaparte.
parce que c'est plus pareil. il faut, il faut, il faut réécrire l'histoire au sens où il faut réhabiliter la vérité. Bonaparte, il faut que les gens, il faut l'enseigner dans les écoles, il faut qu'on sache ce que c'est. Le problème, c'est que effectivement, quand on découvre qui est Bonaparte, on comprend Macron. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que non, Macron c'est un président normal, etc. Mais quand on comprend la logique de Bonaparte, après on fait ah oui, d'accord, Sarkozy, c'est ses enfants, Sarkozy, Macron, voilà. C'est terrible. Voilà, donc, ouais, le podcast, il y a Shadow qui me demande c'est quel podcast. Tu tapes Henri Guillemin, comme ça se prononce, M-I-N à la fin, Guillemin. Henri Guillemin, et tu vas tomber sur des chefs-d'œuvre de l'histoire. Et tu tapes, si tu veux, juste Bonaparte, tu tapes Napoléon Bonaparte. Et tu vas avoir pendant 6 heures, il va te parler de Bonaparte. Mais tu en as un sur. C'est-à-dire que le type le plus brillant que j'ai découvert grâce à lui, c'est Robespierre. Robespierre, c'est un héros. Un vrai héros. Un vrai héros. Tellement héroïque d'ailleurs que. On dirait de la fiction, tu vois. Le type était incroyable. Le mec a été jusqu'à la mort. Hein. Il croyait vraiment, il avait des convictions incroyables et lui se préoccupait du petit peuple. Il disait c'est pas normal qu'une minorité domine une majorité et que la majorité soit traitée comme elle est traitée. Et ce qui est intéressant, c'est que Napoléon Bonaparte, c'est le contraire. C'est Bonaparte, c'est le côté obscur et le côté lumineux, c'est Robespierre. Il faut écouter les deux. Voilà. Et si vous avez vraiment aimé les deux, après vous écoutez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est autre chose. C'est juste que c'est intéressant de découvrir la réalité derrière la légende. Voilà. Ouais, il y a Avatar Blanc qui nous dit une fois il s'est brouillé avec un artiste italien et il lui a dit tous les Italiens sont des voleurs. Ce à quoi l'Italien a répondu tous, non mais une bonne partie, sachant que Bonaparte c'est le nom original italien de Bonaparte, ouais. Mais il est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que Napoléon, il fait plein de reproches aux gens et lui, il fait 10 fois pire derrière. C'est un monstre total. Il disait à Talleyrand, il lui disait j'ai une dot de 300 000 hommes par an. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il avait le droit de faire tuer 300 000 hommes par an. L'horreur totale. Je me souviens d'une scène dans un film qui s'appelle pareil, un Napoléon. C'était un film de. Alors que je retrouve son nom parce que je l'adore. Donc évidemment, quand on aime beaucoup quelque chose et qu'on fait un live, la première chose qu'on oublie, c'est le nom de cette personne-là. Ah, zut, si NIB est là, elle le retrouvera. C'est... Ah, c'est dingue. Comment il s'appelle? Oh, je ne retrouverai pas. Sacha Guitry, merci NIB. Voilà, alors que je connais que lui, bon, c'est comme ça. Et il y a une scène où il y a Jean Gabin qui joue justement un soldat, un soldat mourant, moribond, sous les ordres de Napoléon. Et Napoléon vient le voir, il est en train de mourir, c'est un soldat important. Et il est en train de mourir, et il se tourne vers Napoléon, et l'acteur Gabin crie assez, et il meurt. Parce qu'en fait, on voit, c'est que des cadavres autour de lui. C'est-à-dire que Napoléon, il envoyait tout le monde à la mort. Son but, c'était juste de gagner. La force de Napoléon, c'est qu'il en avait rien à faire de ses troupes. C'est comme un mec qui frapperait quelqu'un à coups de poing, qui sent pas ses poings. Il peut frapper très fort parce qu'il sent rien. Donc Napoléon était inarrêtable. Il était prêt à tuer toute la France pour gagner ses guerres. Donc le gars, mais un monstre total, enfin, qui considérait les autres comme des moins que rien et qui parlait aux femmes comme, mais c'était horrible. Il croisait une femme, il croisait une femme qu'il ne connaissait pas. Enfin, elle lui disait son nom, il disait ah on m'avait dit que vous étiez belle. Vous voyez, le mec un mufle total quoi, un monstre. Il faisait des bruits quand il bouffait. Quand on lui parlait, il n'écoutait pas et il taillait des bouts de bois tout le temps. Il prenait des objets avec son couteau. L'horreur totale. Mais il était au service des grands. C'est-à-dire que c'était un imbécile qui était au service des grandes entreprises. Des grands possédants. Comme Macron. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire on a fait un tour. Avec Macron, on est revenu à Bonaparte. Ou Bonaparte. C'est terrifiant. Allez écouter ça, hein. C'est 6 heures, mais je vous assure que vous allez vous régaler. C'est mieux que Game of Thrones. C'est 6 heures hallucinantes. Ouais, mais moi j'en pouvais. Après, c'est éprouvant. Hein. Parce que découvrir qu'on a un monstre pareil, qu'à l'école on nous a enseigné que c'est un type bien, c'est éprouvant. Là, ça va vraiment remettre en question beaucoup de vos croyances. Et c'est une bonne chose, il faut remettre en question ses croyances. Voilà. Il y a Avatar Blanc qui dit, je crois que dans le monde, il y a un livre qui sort chaque jour sur Napoléon. C'est absolument, c'est une personnalité dont on parle encore aujourd'hui. Et les Français sont ceux qui le connaissent le moins. Et Henri Guillemin dit un truc très juste et très beau. Il dit le véritable ennemi de Napoléon, c'est l'histoire. Donc avec un grand H.
Parce qu'en fait, il a tout fait pour qu'on ne sache jamais la vérité. Et à la fin de sa vie, il a écrit des lettres comme s'il avait 12 ans, pour faire croire que il était érudit. Il voulait vous faire croire qu'à 12 ans, il était intelligent. Et donc on fait des comparaisons aujourd'hui entre les lettres qu'il écrivait à 20 ans et celles qu'il écrivait à 12 ans. À 20 ans, il fait des fautes d'orthographe, il est incapable d'écrire un français correct. Et à 12 ans, c'est Baudelaire. Ou à 8 ans, je sais plus. À 8 ans, c'est Baudelaire. Et à 20 ans, c'est un débile mental. Voilà. Et donc il a tout fait à la fin de sa vie. Par exemple, c'est un mec, quand il s'est retiré sur le... Enfin, quand il s'est retiré, quand on l'a cloisonné sur l'île de Sainte-Hélène, il réclamait un château. Il disait, j'ai été le maître du monde, je veux un château. Le type était complètement fou, il était ravagé, Napoléon. Voilà. C'est comme Macron, quoi. C'est des gars complètement imbéciles. Du coup, vous savez, c'est ce soldat tellement débile qu'il va faire tout ce que vous lui dites. C'est-à-dire qu'il sait même pas ce que c'est que la morale, il comprend pas ce que c'est que l'empathie. Macron est comme ça. Macron, c'est le nouveau Napoléon. Voilà. Ouais, comme dit Drajoine, l'histoire se répète. Alors il y a des historiens qui disent que l'histoire ne se répète pas, juste elle bégaye. Je suis assez d'accord avec eux, mais c'est un peu dire la même chose, mais avec une subtilité. Avatar Blanc dit à l'étranger, il est enseigné comme un dictateur. Bah à l'étranger, il est enseigné comme ce qu'il était. C'est un monstre. Voilà, et c'est ce que je disais juste avant, que les anglophones, ils en parlent, que je dis les anglophones, tout le monde en fait. L'Asie, tout le monde en parle comme un dictateur. Et quand t'es français, tu comprends pas, parce qu'on nous lave le cerveau. Comme il a servi les puissants, et que c'est les puissants qui écrivent l'histoire, la preuve c'est que Robespierre, qui était un type qui était contre les puissants, on nous a fait croire que c'était un imbécile, que c'était un salaud, que c'était un monstre, qui mettait les gens en prison, alors que c'est pas le cas du tout. En fait, l'histoire est écrite, non pas par les vainqueurs, vous voyez, il faut changer la formule. Elle est écrite par les possédants, elle est écrite par les puissants. Ceux qu'on appelle les gens de bien. Non pas les gens de bien parce qu'ils font le bien, les gens de bien parce qu'ils possèdent tous les biens. Ah oui. Avant, quand on disait les gens de bien, ça voulait dire ceux qui possèdent, les possédants. Aujourd'hui, quand on dit les gens de bien, on imagine les gens qui font le bien. Donc ils jouent un petit peu aussi sur les mots, beaucoup. Vous voyez. Voilà. Donc c'est intéressant de réhabiliter la vérité. Et vu qu'on est en quête de vérité toujours, ben là on voilà une. Et alors il y a un truc qui me blesse totalement, c'est que vous allez lire la page Wikipédia de Guillemin, et à un moment il y a un paragraphe comme ça, où c'est oui mais en doute de ce qu'il dit, il était... Alors celle-là elle est forte celle-là. À un moment il y a un mot qui jaillit. Ah, comment je peux oublier ce mot, c'est pareil, c'est un mot que je ne connais que ce mot, mais c'est pas grave. Vous savez, c'est quand on ne signifie que le bien et le mal, donc quand on écrit de la fiction. Les gentils et les méchants. Il y a un mot pour ça. On fait dans le manichéisme. Voilà, il y a Static Shock qui nous dit manichéen. Merci Static Shock. Et donc il est dit comme étant manichéen. J'ai jamais entendu un historien si peu manichéen. C'est une insulte. J'aimerais qu'on trouve le nom de celui qui a écrit ça sur Wikipédia et qu'on le foute en prison. C'est une insulte. Incroyable de lire un truc pareil sur Henri Guillemin. Moi je me sens blessé de lire ça. C'est incroyable. C'est l'historien le moins manichéen que j'ai entendu toute ma vie. Tout est sourcé. C'est-à-dire qu'il cite tous les bouquins dont il tire les choses. Tout est sourcé. Il lit des lettres. Carrément, il prend des lettres écrites par Bonaparte. Tout est sourcé. Et il dit qu'il est désolé à la fin et que pour lui ça a été horrible d'écrire sur Bonaparte parce qu'il cherchait tout le temps des choses bonnes à dire et qu'il n'a rien trouvé. Et il disait, je sais qu'on va m'attaquer, je sais que les gens qui ne veulent pas remettre en l'histoire, qui veulent pas remettre ce qu'on leur a appris en jeu, parce qu'il y a des gens comme ça, parce qu'ils savent une chose, ils refusent d'en apprendre une autre, alors que non. La preuve, c'est que je reprends toujours cet exemple. Juste comment on appelait ça déjà? Ce qu'avait fait Albert Einstein, il avait remis en cause oh, il me manque un mot. Putain, je suis fatigué en ce moment. C'était comment je vais dire l'espace luminifère, mais c'est un autre terme. Le quelque chose luminifère, il l'avait remis en cause et ça a été totalement... voilà, le truc a disparu, mais il y a des scientifiques qui ne pouvaient pas l'accepter. L'éther luminifère. Voilà, il y a Avatar Blanc qui me dit l'éther. On l'a dit en même temps, mais je le cite quand même parce que voilà, il est apparu en même temps. L'éther luminifère qui a disparu parce qu'Albert Einstein a déclaré sa fin, quoi. Et il y a des scientifiques qui avaient du mal. Qu'eux, ils avaient grandi, on les avait éduqués avec ça. C'est-à-dire que l'éther luminifère, c'était comme l'atome chez nous aujourd'hui. Si un jour demain quelqu'un déclare la mort de l'atome, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et c'est Henri Guillemin, lui ce qui l'intéresse c'est la vérité. Donc faire plaisir ou pas, et respecter ce qui a été dit ou pas, il s'en moque. Et c'est brillant du coup, parce qu'on apprend des choses vraies.
C'est une vérité. C'est les vérités qui blessent, c'est les vérités qui font du mal. Parce que nous-mêmes, on croit savoir des choses et en fait, on nous a manipulés. L'école nous apprend ce qu'elle pense qu'il est bon d'apprendre au petit peuple pour l'empêcher de se révolter et de comprendre qu'il est manipulé par des Macron, des Sarkozy, etc. quoi. Donc c'est terrible. Le boson de Higgs nous dit Soren French. Non, non, c'est autre chose le boson de Higgs. Mais ça aurait pu être ça, oui. Le boson de Higgs, c'est compliqué. Il y a toute une histoire derrière. Bon, on va pas la refaire, mais... Shadow nous dit l'éther, source d'énergie dans les JRPG. Ouais, non, mais l'éther, c'était aussi... dans la SF, dans le fantastique, c'est un terme qu'on utilisait souvent pour parler de choses un peu vagues. Dans les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros, par exemple, on pouvait voyager dans l'éther, dans certains livres, je me souviens. C'est dans un quête du Graal. Je crois que c'est le cinquième. Je crois que c'est le temps de la malédiction, mais j'en suis pas sûr. Mais je crois que c'est le cinquième. On peut voyager dans l'éther. Il y a tout un plan en fait. Le plan éthéré. Et en fait, c'est des sphères avec des chiffres. Et vous pouvez choisir où vous rendre. Vous pouvez visiter l'éther. Voilà. Donc c'est un mot qui est un peu comme laser dans la SF. À un moment, dans la SF, on utilisait le mot laser à toutes les sauces. C'est les vaisseaux laser, les armures laser. C'était parce que dès qu'il y a un mot un peu complexe comme ça, voilà. Et que quand on sait pas trop ce que c'est, surtout, on l'utilise à toutes les sauces. Il y a Avatar Blond qui nous dit l'atome, ce qui est marrant, c'est que étymologiquement, c'est censé être une brique élémentaire, insécable. Mais maintenant, on sait qu'il est composé de neutrinos qui sont composés de quarks, donc quelque part, l'atome est mort. Alors, oui et non. Alors, moi, ce qui m'amuse, c'est que l'atome tel qu'on le définit aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est l'atome tel que les Grecs le définissaient. C'est qu'en fait, l'atome d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'atome défini par les Grecs. On a gardé le mot, en fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la physique, même dans la science. C'est qu'il y a des mots, en fait, qui restent. Et c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que on a gardé le terme, mais en fait, la substance elle-même, dans le détail, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Voilà. Ouais, comme dit le Maxaf, l'éther, ça sonne classe. On peut faire ce qu'on veut avec. Absolument. Moi, je fais attention à ça quand j'écris. Je fais attention à ne pas utiliser... Par exemple, ne serait-ce que dans les noms. Il y a des gens qui inventent des mots. Donc déjà, tu sens quand le mot sort, tu sens que c'est un mot inventé. Ça se sent. Et du coup, en inventant des mots, ils ont l'impression de faire leur travail de scénariste, alors que pas du tout. Quand tu écris un continent, il faut aller te renseigner sur ce qu'est un continent. C'est-à-dire qu'en vérité, à la fin, une fois que tu as fait des études sur les continents, ce que tu vas créer, c'est un continent qui existe déjà, en fait. Voilà, si on prend Game of Thrones, si on prend Le Seigneur des Anneaux, mais en fait, tous les continents qui sont dans ces récits imaginaires existent. En fait, ils ont pris des vrais continents, ils ont un peu modifié les noms, mais pour être plus crédibles, ils ont pris des continents qui existent. Et c'est ça en fait la fiction, c'est de prendre une réalité et de la travestir. Mais quand on invente de zéro, c'est qu'on est zéro. C'est qu'on ne sait pas écrire. Les mecs qui inventent des noms en disant oui, dans le monde de Sbrouf, l'armée de Zulbrek qui affronte les Sgriks, tu peux dire que lui, il n'est pas fait pour écrire. Il n'a pas bien compris. L'écriture, c'est complexe. L'écriture, c'est un reflet de la réalité. Et pour être un reflet de la réalité, il faut bien connaître la réalité. C'est-à-dire qu'il faut l'étudier. Il faut se documenter énormément. Et pour le dessin, c'est pareil. Il faut énormément se documenter. Un dessinateur qui ne se documente pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça se voit de suite. Il faut se documenter énormément. Même pour l'anatomie, etc. Voilà. Ah, il y a Takaos qui dit quand on regarde la première version de la page wiki de Guillemin, le mot manichéen n'apparaît pas. Bah voilà, il y a un petit malin qui a pas supporté d'entendre ce qu'il avait à dire. Alors je sais qu'on n'a pas... Il a parlé par exemple de Pétain, et il a dit la vérité sur Pétain, et ça a beaucoup déplu. Voilà. Je sais qu'il s'est fait des ennemis même parmi les historiens. Et j'avais entendu une émission où il y avait 4 historiens contre lui. Et à la fin de l'émission, Guillemin dit on a beau ne pas être d'accord, ça me fait plaisir parce que personne n'a dit que je m'étais trompé. C'est-à-dire que même les historiens n'osent pas dire qu'ils se trompent. Ils disent que voilà, on a l'impression qu'il est parti pris. Et ce qui est magnifique, c'est que parmi les 4 historiens, il y en avait un plus vieux que les autres et un plus jeune que les autres. Et le plus vieux, il en voulait beaucoup à Guillemin parce qu'il disait que Guillemin salissait Pétain. Et lui donne sa vision de Pétain. Et il dit qu'il l'a connu. Donc déjà, ça signifie qu'il est sentimentalement lié à Pétain. Donc déjà, pour moi, ce vieil historien n'était pas objectif. Il disait qu'il l'avait croisé, qu'il avait parlé avec lui.
Et le jeune historien à la fin, quand il reprend la parole, un des jeunes historiens, donc parmi les 4 qui étaient opposés à Guillemin, le plus jeune historien, quand il reprend la parole à la fin, il dit, ben, je reprochais à monsieur Guillemin d'être trop dur avec Pétain, et dit, et maintenant je reproche au vieil historien qui vient de prendre la parole d'être trop gentil. Ce qui dit que vraiment c'est... Et le gars, le vieil historien, il s'est énervé. Et il a dit, moi j'ai connu la guerre, moi j'ai connu ces époques-là, ces époques-là. Voilà. Donc je peux vous dire que quand c'est les humeurs, donc l'émotion qui prend le dessus, tu ne peux pas être objectif. Guillemin était objectif. Et quand on est objectif, ça fait pas plaisir. Et oui, ça fait pas plaisir. Parce que la vérité, elle est froide. La vérité, c'est pas de l'émotion. Elle est froide. Un jour, quelqu'un parlera de gens que vous considérez vous comme des héros, et ils seront froids. Et vous détesterez ce que vous entendrez. On parlera de gens qui aujourd'hui passent pour des héros. Ça peut être des célébrités, ça peut être... Et vous verrez qu'un jour, ce qu'on dira froidement, ça les détruira totalement. Et les gens qui ont grandi avec, qui les ont vus comme des héros, le supporteront pas. Mais c'est ça la vérité. La vérité, elle est froide. Elle n'est pas là pour dresser un beau portrait ou pour faire du mal. Elle dit les choses froidement. Et le froid, ça coupe. Le froid, c'est coupant. Voilà. Il y a Avatar Blanc qui nous dit en linguistique, on recherche, ils essaient souvent que les chercheurs, alors il doit manquer un mot, ils essaient souvent, c'est pas grave, je vous lis ce qu'il a écrit, hein. Ils essaient souvent que les chercheurs étudient une langue qui ne parle pas la langue, pour ne pas qu'ils soient biaisés. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Il faudrait faire pareil en histoire, demander à des étrangers d'étudier la France. Tu as raison, c'est très dur, effectivement, de ne pas être biaisé, et oui, et comme disent les physiciens, il faut penser quand on son cerveau. C'est-à-dire que déjà, les physiciens eux-mêmes sont biaisés par leur propre cerveau. Ça a été difficile à l'époque de Galilée de faire comprendre que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Aujourd'hui, c'est accepté, même on se sent intelligent aujourd'hui. Alors que si on lève les yeux au ciel, on voit bien que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas la réalité. Donc si on arrive à comprendre ça, il faut comprendre que accepter la science, c'est croire en des choses qu'on ne peut vérifier visuellement. C'est-à-dire que c'est croire en des choses que nos sens nous montrent autrement. C'est-à-dire que c'est compliqué d'accepter de... Devenir scientifique, c'est comprendre que ce que l'on sait, ce que l'on voit, n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on le voit que c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Et du coup, le langage, évidemment, est un biais, effectivement, tu as raison. Et il faudrait effectivement parler un autre langage. Mais moi, je considère déjà que les physiciens, j'ai envie de dire, pensent une autre pensée. C'est-à-dire que leur façon de penser n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'ils acceptent de se dire, bah, peut-être que le ciel n'est pas bleu. Peut-être qu'il est rouge. Peut-être que la Terre n'est pas bleue, peut-être qu'elle est orange, vous voyez. C'est ça qui me plaît, moi. C'est-à-dire que le principe de... Il faut pas se fier à ce qu'on voit. Il faut pas se fier à ce qui paraît évident. Il faut analyser les choses sont complexes. Et à la fin, ce qu'on en tire de tout ça est plus proche de la vérité, sans être forcément la vérité absolue, mais c'est plus proche de la vérité. Et il y a une chose intéressante, pour ceux qui parfois se posent la question de savoir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est un truc que j'ai vérifié, alors moi je vous dis ça comme ça, mais souvent, ce qui est très simple est un mensonge, et ce qui est très complexe est une vérité. Par exemple, la religion, c'est une manipulation, c'est un mensonge. La physique, la science, c'est complexe, souvent c'est une vérité. Voilà. Et c'est intéressant parce que si vous avez écouté justement le podcast, je l'appelle comme ça, sur l'émission sur Bonaparte qui dure 6 heures, la religion est abordée 2-3 fois. Et c'est intéressant parce que Bonaparte était absolument pas croyant, mais il avait compris qu'il fallait se servir de la religion parce que c'est la religion qui était utilisée par les rois pour asservir le peuple. Et il disait, plus ce qui est raconté est absurde, parce qu'il disait une religion, alors c'est pas lui qui le disait, c'était, je crois que Guillaumin citait quelqu'un d'autre. Il y a un gars qui disait que pour que le peuple croie en la religion, il fallait qu'elle soit absolument absurde. Parce que plus elle est absurde et plus elle est inconcevable, et plus on y croit. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que moi qui écris de la fiction, je peux vous dire qu'effectivement, je vais prendre le cas de One Piece par exemple, mais il n'y a pas que lui. Il y a effectivement plus quelque chose est simple et finalement absurde, et plus on y croit. Plus c'est complexe, Death Note par exemple, et ça essaie de raconter quelque chose qui est cohérent avec les personnages, et plus c'est difficile d'y croire. Ouais. Et la religion avait parfaitement compris ça. Et donc la religion, c'est en fait, c'est une façon de maîtriser le peuple. C'est une façon de dire au peuple, bien, tu souffres, mais c'est pas grave. Quand tu vas mourir, tu seras au paradis. Tu es le dernier maintenant, mais c'est pas grave. Quand tu mourras, tu deviendras le premier au paradis. C'est une manipulation. Et en vérité, c'est pour ça que je vous disais ça, je l'ai déjà dit, moi j'ai aucun problème avec le déiste. C'est-à-dire celui qui croit en Dieu me pose pas de problème. Celui qui croit en des dieux même, ça me pose pas de problème.
Parce qu'ils passent pas par la religion. C'est-à-dire qu'ils croient en quelque chose. Ça, j'ai aucun problème avec ça. On a le droit de croire qu'il y a une espèce de puissance qui nous domine. Vu qu'on ne sait pas, ça me pose aucun problème. Il y a rien qui prouve le contraire. Croire en une puissance absolue, pourquoi pas? Croire qu'il existe un dieu, croire qu'il existe des dieux, croire qu'il existe Cthulhu, pourquoi pas? Moi, j'ai un problème avec ceux qui croient en la religion. C'est-à-dire que croire que des humains ont la parole divine, ça, c'est un problème. Et ça, c'est absurde. Et ça, c'est inexcusable. Ça, c'est inexcusable. Parce qu'en plus, c'est perpétuer une maîtrise du peuple. C'est-à-dire que c'est perpétuer une technique, une manigance qui permet d'écraser les peuples. Et qui est utilisée surtout contre les pauvres. Et en plus, c'est dingue parce que dans le monde, ceux qui sont les plus religieux sont les pauvres. C'est-à-dire que aux États-Unis, je sais plus, il y a 90% de croyants. C'est un chiffre incroyable. Et justement, les croyants, 90% de ces croyants, c'est que des gens qui ont peu d'argent. Dès que quelqu'un a de l'argent, il cesse de croire. Parce qu'il a plus besoin en fait de se faire écraser par la religion. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent, s'il a envie d'écraser les autres, il peut. S'il a envie de faire du mal, s'il a envie s'il a envie de virer ses employés, de faire des crèves-la-faim et de les laisser mourir de faim, il peut. Et il aura aucune gêne à le faire. Alors qu'un pauvre, il est là, voler une pomme, ah non, je vais pas aller j'irai en enfer si je vole une pomme. Vous voyez la technique? C'est-à-dire que le pauvre, c'est attention, ne touche pas la pomme, parce qu'elle appartient aux riches. Elle appartient aux marchands. Donc sinon, tu vas aller en enfer. Par contre, le marchand, allez, augmente le prix des pommes, laisse crever de faim ceux qui n'ont pas les moyens, ça, il n'y a pas de problème. Donc tuer en masse, ça va. Tu vois, parce que t'es riche. Donc, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Eux, ils y croient pas à ça. Donc c'est pour ça qu'un riche, lui dire oh là là, c'est pas bien, dis donc, t'es en train de. Tu vires 300 000 personnes, elles vont toutes mourir de faim, il te regarde et dit et après. C'est le pauvre qui se dit c'est pas bien, c'est moralement pas bien parce que tu vas en enfer, tout ça. Bah ouais. Donc, le déiste, je le comprends, le religieux, je ne le comprendrai jamais. Jamais. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir et qui défend. C'est quelqu'un qui s'est fait arnaquer et qui défend son arnaque. Et ça, je comprendrai jamais. Shadow, il dit il faut faire comme le JDG, prendre des bouts hors contexte et titrer Cthulhu plus crédible que Dieu. Bah oui, Cthulhu est plus crédible. Tout simplement parce que Lovecraft écrit mieux que ceux qui ont écrit les évangiles. Comme le Death Note est plus crédible que Dieu. De toute façon, ça va être dur de trouver moins crédible que Dieu, parce qu'en plus, la Bible, c'est un plagiat. C'est un plagiat de textes qui ont été écrits bien avant la Bible. Il faut chercher Gilgamesh, par exemple. Vous cherchez l'Odyssée de Gilgamesh, et vous allez trouver plein de passages de la Bible. Gilgamesh a été écrit bien avant. En fait, ce qui est considéré comme la première fiction, le premier roman de l'humanité, c'est Gilgamesh, le roi Gilgamesh. Et lisez, faites des recherches, et vous allez voir qu'en fait, il y a plein... La Bible a pillé Gilgamesh, mais pas que. Hein. La Bible, c'est un plagiat de plein d'œuvres, en fait. D'ailleurs, ça me fait mal, hein. Je vais vous l'admettre, mais il faut que je l'avoue, ça. C'est un truc qui me fait très mal. Hein. Mais les gens qui disent... quand on écrit une histoire, quand on écrit la fiction, il faut lire la Bible parce que tout est dans la Bible. Ça me fait mal d'entendre ça. Rien n'est dans la Bible. Hein. Enfin, la Bible, s'il y a une, deux idées qui valent le coup, c'est pas terrible. Hein. Je vous l'assure, en termes de fiction, c'est vraiment pas bon la Bible. Hein. Inspirez-vous d'autre chose, mais pas de ça. Hein. Prenez la mythologie grecque. Hein. Eux, ils étaient bons. Hein. Ah ouais. Eux, c'est des tueurs. Hein. Je peux vous dire que Zeus, si les dieux existent en proportion de leur crédibilité à l'écrit, Zeus existe bien plus que tous les dieux des Bibles et de toute la chrétienté, des musulmans, de tout ce qui est judéo-chrétien, juif, etc. Les Grecs, ils étaient balèzes en termes d'écriture. Ils étaient hyper balèzes. Je peux vous dire qu'Athéna, Arès, Hermès, Poséidon, Héphaïstos, tous, ils existent bien plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont écrits comme des humains. Ils ont des défauts, ils ont des jalousies, ils sont pas parfaits. Même quand on les dit parfaits, c'est un peu comme la réalité, quoi. Dès qu'on les dit parfaits, si on gratte un peu, ils ont tous fait des conneries. Ils ont tous fait des trucs dingues. C'est Zeus qui trompe sa femme tout le temps, et pour le choper, elle paye un espion. C'est un espion qui a 1000 yeux, donc c'est un titan. Les titans, ils sont difformes. Elle paye un titan pour aller espionner Zeus. Et Zeus s'en rend compte, il épluche des oignons, ça fait pleurer le titan. Histoire vraie, hein. Et le titan se noie dans ses larmes. Voilà comment il se débarrasse du titan. Voilà. Et Héra, pour sauvegarder la mémoire de ce titan, elle lui colle un de ses yeux sur la plume d'un oiseau.
et l'oiseau devient le paon. Voilà pourquoi les paons ont comme des yeux au bout de chaque plume. Voilà, c'est c'est des histoires tordues, mais moi je trouve intéressantes. Voilà. Il y avait de l'idée en fait. Ils étaient originaux. C'était les mangaka de l'époque, les Grecs. Lisez la mythologie grecque, hein, il y a des trucs superbes. Voilà. Il y a Chemki qui dit Le Seigneur des Anneaux est inspiré de la Bible après. Je vois pas du tout où. Désolé. Et de tout ce que je sais, non. Me dire que Tolkien était croyant, ça c'est vrai. C'était un croyant. Il a même un de ses fils qui était. Il a eu plusieurs fils. Et un de ses fils a fait carrière dans l'église. Et il a eu des histoires de pédophilie. Mais on a. Alors, du coup, je peux pas l'attaquer là-dessus. Mais on a. Il a. On va dire la morale est sauve parce que le dernier procès qui a été dressé contre lui, il est passé limite. Mais voilà, on n'a pas réussi à prouver, on va dire. Voilà, mais il y a des histoires cheloues. Il était chelou, le gamin. Et il aimait pas son père parce qu'il disait qu'il écrivait de la fiction. Donc pour lui, c'était sataniste. Voilà, pour lui, son père était un sataniste parce que la fiction, c'est satanique. Pour lui, la seule fiction qui existe, c'était la Bible. Donc non, dire que c'est une invention. Dire que le Seigneur des Anneaux s'inspire de la Bible, c'est pas vrai du tout. Du tout, du tout. C'est des choses qui s'inspirent de la Bible, et c'est les histoires de la Bible. C'est Ben-Hur, comment il s'appelle ce film de Cécile B2000 aussi c'est Moïse, voilà. C'est-à-dire que la Bible, si tu veux, moi je vois pas d'histoire qui s'inspire de la Bible. Ou alors elles étaient tellement mauvaises, du coup, bah parce que s'inspirer d'un truc mauvais c'est pas une bonne idée, que personne n'en parlera jamais, quoi. Il y a Molybden, il a un drôle de nom, Molybdé. On l'appelait Molybdé parce qu'il est molybdène. Molybdène nous dit les chrétiens rejetaient justement la mythologie grecque, justement parce qu'ils représentaient des dieux avec des vices, et que pour eux il fallait que les dieux soient parfaits. Ouais, ouais, voilà, les chrétiens n'ont rien compris. C'est tellement plus humain. Il y a la dernière tentation du Christ, quoi. C'est le Christ, il a été sauter une prostituée. C'est mieux. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Ilchamki qui dit Gandalf qui ressuscite, c'est Jésus. Non, Gandalf qui ressuscite, c'est un passage de niveau. C'est juste un mec qui passe du niveau 63 au niveau 73. Non, faut pas voir la Bible partout, hein. C'est pas du tout Jésus, Gandalf qui ressuscite. Si tu lis l'histoire, en plus, c'est complexe. Parce que Gandalf, en fait, il est employé par les divinités. C'est pas le fils de Dieu. C'est une création des divinités. Alors, je sais plus comment elles s'appellent. Je ne retrouverai pas leur nom. Voilà. C'est des trucs qui m'intéressent pas. Tout ça, c'est dans le Silmarillion. Et en fait, c'est une création, Gandalf. Donc, quand il est détruit par le Balrog, tout simplement, il le renvoie. Il le ramène. Et donc, on a une version. En fait, c'est une version remise à zéro, quoi, tout simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec avec le fait que le père de Jésus lui rende la vie. Surtout que c'est compliqué parce que Jésus. Il y a une femme qui a crié qu'il était revenu à la vie, mais en fait, même si on lit la Bible, c'est compliqué. C'est pas si simple. Il y a même une phrase dans la Bible qui dit Jésus était revenu à la vie, mais ce n'était plus lui. Donc c'est compliqué, hein. Ça veut dire que c'est Jésus revenu à la vie, mais il ne se ressemble pas. Donc en vérité, c'est un mec qui lui ressemblait et ils ont dit ouais, c'est Jésus, mais c'était pas Jésus, quoi. C'est parce qu'ils avaient les boules. Ils disaient bon, ben, les Romains ils nous ont cramé Jésus. Hé Robert, allez, on va dire que c'est toi Jésus. Voilà. Ah ça c'est intéressant. Valérian nous dit un truc que je connais effectivement, que j'aime bien. Tolkien parlait de catastrophe. Une sorte d'intervention divine pour sauver une situation perdue d'avance. Alors c'est pas ça en fait. C'est pas une intervention divine. C'est Tolkien, en fait c'est un amoureux des mots. Et il disait si le mot catastrophe existe, et s'il signifie que dans la vie il peut arriver des choses graves. Alors c'est une traduction, parce que c'était un mot anglais en fait. Il disait alors, il avait inventé un mot à l'envers, comme catastrophe, qui est le contraire de catastrophe. Il disait si les gens peuvent être pessimistes parce qu'une catastrophe peut leur tomber dessus à tout moment, alors ils peuvent être optimistes parce qu'une catastrophe peut surgir à tout moment. Ça n'a rien de divin. C'est juste, c'est lexical. C'est pour dire que si on est pessimiste parce qu'une grande misère peut nous tomber dessus, alors on doit être optimiste parce que le contraire d'une misère, une misère, peut nous tomber dessus aussi. Voilà. Non, non, il tire pas ça de la religion du tout, hein. Alors, je sais pas quel petit malin s'est amusé à mélanger le Seigneur des Anneaux et la religion récemment, manifestement, vous êtes plusieurs à en parler, mais je vous dis, vous avez été manipulé par un influenceur, je vous le dis. Il y a un influenceur qui est manifestement payé par l'église. Vous vous êtes fait avoir. Non, 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 ça n'a rien de biblique du tout, le Seigneur des Anneaux. Voilà.
Artalis nous dit Gandalf est passé de level 80 à 90 avec la sortie de la nouvelle extension, le retour du roi. C'est à peu près ça. C'est vrai que les extensions, c'est 10 niveaux hein, en général. 10 niveaux de plus. Bon, il est quelle heure? Eh, midi 42. On a déjà dépassé de presque un quart d'heure. C'est pas bien. Bon, je vais aller lire le staff. Comme toujours, hein. Je vais lire le générique de fin, je vous avais dit. Je regarde vite fait s'il y a un petit truc qui passe. Takaos nous dit 42. Bon, Tacos, hein, je dis Takaos, mais c'est Tacos. Je suis pris par la musique là. En fait, pendant que. Il y a un moment de silence parce que j'ai. Je vous le redis, j'ai la musique du jeu qui tourne. Et elle est vraiment magnifique cette musique. Allez, je me lève. Je me détache de la musique. Parce que sinon, là, je suis hypnotisé. C'est que j'aimais beaucoup cette période où Ematsu. Alors, je ne vous vois plus. Hein. Je me suis levé là en fait. Je vais devant mon Mac. Je vais lire les. Je vais faire mon Twitcher, mon influenceur, mon streamer. Je vais lire si je le trouve. Voilà, je l'ai trouvé. L'historique. Alors attendez, donc du coup je vais reprendre à... Le dernier c'était il y a 7 jours, c'était AltF4 qui avait pris un abonnement. Abonnement communautaire on me dit. Je sais pas ce que c'est mais voilà. Donc il y a 6 jours on a eu Ghostnik qui m'a suivi. On a Taokan qui m'a suivi il y a 6 jours. Lalasan il y a 5 jours. Freaky 1995 m'a suivi il y a 3 heures. Sorry I'm French a renouvelé son abonnement c'est un cumul de 4 mois d'abonnement, manifestement, il y a 35 minutes. Il nous dit Hello, je viens d'arriver. Guillemin qui parle de Napoléon. Ouais, il pose sa question, donc ouais, je viens de parler de Guillemin, donc c'est Henri Guillemin. Tu tapes ça sur YouTube et c'est merveilleux. C'est 6 heures, 6 heures à pleurer, parce que c'est 6 heures à comprendre qu'on nous a menti. Voilà. J'en profite aussi sur Tolkien, parce que juste avant, il y a des personnes qui l'assimilaient à la Bible. Tolkien a dit lui-même qu'il ne supportait pas qu'on l'assimile à des œuvres de fiction comme la Bible, comme l'histoire. Parce qu'on disait aussi que c'était qui représentait le Mordor, c'était les nazis, etc. Et Tolkien disait que la fiction, il faut pas l'assimiler à autre chose. La fiction n'a rien à voir avec ça. Donc je peux vous dire que qui que ce soit qui ait dit que les écrits de Tolkien aient un lien avec la Bible, le mec a menti. Il peut se dire expert, il peut dire ce qu'il veut, hein. Je peux vous le dire, hein, il a menti. Parce que Tolkien refusait qu'on assimile le Seigneur des Anneaux à quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est Tolkien, hein, c'est pas moi. Et c'est de sa bouche, hein, vraiment. Il disait la fiction, faut pas la mélanger avec les choses qui existent. Faut pas la mélanger avec la Bible, avec l'histoire. Parce que tout le monde essayait de chercher. Il disait faut arrêter. Il était contre ça, contre le fait de faire des liens comme ça entre ce qu'il avait écrit, parce que au moment où il a eu du succès, tout le monde voulait trouver des liens avec la Bible, avec la guerre, et il disait non, absolument pas. Et donc c'est un travers. C'est même les experts, ils se font avoir au bout d'un moment, ils se disent ouais quand même ça fait penser, mais non, non, la fiction c'est de la fiction. Faut arrêter parce que sinon la Bible elle est partout, les nazis sont partout, Dragon Ball les Saiyans en fait c'est des juifs, Freezer c'est Hitler qui tue des juifs, c'est n'importe quoi. Donc non, il faut arrêter de faire ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est les naïfs qui font ça. Ouais, ne faites pas ça. Donc j'en étais où? Donc j'avais dit que c'était quoi? Sorry I'm French, donc qui avait renouvelé son abonnement il y a 37 minutes. J'ai l'impression d'avoir sauté un nom. Alors attendez, du coup je reprends un peu en arrière. Donc Freekill 1995 qui m'a suivi il y a 3 heures. Sorry I'm French, donc qui a renouvelé son abonnement il y a 4 mois. Il faut que je le fasse d'une traite, ouais. Nico. Oulala, 771 191 qui a renouvelé son abonnement donc il y a 3 minutes. On a Double Stevie qui m'a suivi il y a 2 minutes. Et AltF4 qui fait toujours qui fait encore son malin, qui a offert 5 abonnements. Bon, il a de bonnes raisons de faire son malin, ça va, j'ai rien dit. Donc il y a 1 minute. Voilà. Où est-ce qu'on voit les abonnements? Où est-ce qu'on peut le lire? Parce que quand on offre des abonnements, en général, on voit les noms des gens à qui il offre les abonnements. Mais je sais pas, là en tout cas, ils sont pas indiqués. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va pas tarder à se quitter. On aura fait un quart d'heure de plus. C'est beaucoup, c'est énorme. Je vais rendre disponible, là dans quelques minutes, la dernière vidéo de YouTube. Donc c'est-à-dire la version pauvre, la version affaiblie, la version réduite de la dernière objection, l'objection 132. J'en ferai pas de pub, c'est-à-dire que je vous le dis à vous, mais je vais juste la rendre disponible sur YouTube, mais je ne mettrai pas sur Twitter, sur Facebook. Voilà. Maintenant, je ne préviendrai plus quand je mettrai les vidéos YouTube quand
Quand je les rendrai disponibles, je ne préviendrai plus. Voilà, je préviens pour Patreon, parce que c'est là-bas que tout se passe. Si vous voulez vraiment écouter mes podcasts, il faut aller sur Patreon. Hein. Je vous rappelle que le lien est disponible. Si vous êtes sur mon compte Twitter, il y a dans mon profil Twitter. Si vous êtes sur Patreon, dans mon profil Patreon, voilà, vous le trouverez facilement. Vous cherchez sur mes profils, et il y a toujours le lien vers Patreon. Alors petit message, si jamais il l'entend, la personne qui prend les vidéos que je poste sur Twitch et qui les poste sur YouTube, je sais pas s'il l'a fait, mais il faut mettre un lien vers mon Patreon, voilà, sous la vidéo, voilà. Parce que ce qui compte finalement, c'est d'aiguiller vers Patreon, parce que c'est le seul endroit en fait où je fais réellement et sérieusement des choses, Patreon. Je me sers de Twitch pour me faire de la promotion, je me sers de YouTube pour me faire de la promotion, et je me sers de Twitter pour me faire de la promotion. Donc ces endroits-là sont pas intéressants. Voilà, tout ce que je fais, c'est sur Patreon. Voilà, il fallait le rappeler. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Ah, je vois qu'il y a un nom de plus qui a popé dans le crédit. C'est FitShellbox, qui a pris un abonnement avec Prime. Voilà, donc merci FitShellbox. Voilà, c'est cool. Ouais, voilà, c'est bien d'en profiter parce que je suis effectivement devant le Mac. Du coup, je vais partir parce que sinon tout le monde va en profiter. C'est voilà, et c'est pas cool. Parce que je lis le nom de ceux qui l'ont fait avant que je sois assis. Bon, on fait une exception pour Alt F4 qui manifestement a fait un jeu d'intervenir au dernier moment. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Ça a été très court. En général, quand c'est court, c'est meilleur. Hein, on est d'accord. Quand c'est long, ça devient toujours chiant. J'avais une phrase comme ça où je disais une série. Alors, c'était pas une série, mais un récit, je crois. Enfin, une série, une œuvre. Une œuvre qui dure trop longtemps finit par devenir ce qu'on lui reproche. Voilà. Et j'y crois vraiment à ça. Il y a des œuvres, il y a des gens qui font des reproches sur ces œuvres, d'autres qui aiment. C'est discutable. Mais plus elles durent, et plus ce que les gens leur reprochent au début finit par apparaître, en fait. Donc il ne faut pas trop durer. Voilà, il faut faire des choses assez courtes. Je vous laisse là. Donc, pendant que je vous parle, je vais afficher. Est-ce que j'ai rien oublié? Rappelez-moi, est-ce que parfois j'ai des trucs à faire? C'est vrai que j'ai toujours un programme à suivre. Est-ce que j'ai rien oublié? Oui, non, parce que j'ai lu le staff, donc on est bon. Je regarde, je suis sur le chat en fait, je regarde ce que vous écrivez. Bon, manifestement. Ah oui, la phrase de fin. Merci Statix. Oui, j'allais oublier la phrase de fin. Vous voyez? J'ai bien fait de vous demander. Ah, il y a un peu d'actu Orion, effectivement, et Naibi a presque fini. Et c'est de plus en plus beau. Allez sur son Instagram, voilà, sur son IG. Mets l'adresse de ton IG. Alors, il faudrait que je mette mon adresse de... Oh bah je vais le faire, tiens, je vais mettre mon adresse de Patreon. Et je vais sortir les dés, comme ça j'oublierai pas. On va faire ça, comme ça dure un peu plus longtemps. Je bois une petite gorgée du coup, parce qu'en plus j'ai soif. Donc attendez, je remonte le micro une seconde. C'est plus pratique de boire quand le micro est relevé. Alors, du coup, je vais poster le lien vers Patreon. Il faut que je pense à le faire ça. Oui, parce que ce qui compte, c'est Patreon. Le reste ne compte pas. YouTube, c'est une vitrine. Vous avez quoi? Un fragment c'est un fragment de mon podcast YouTube. En fait, vous ratez. Si vous me suivez que sur YouTube, vous ratez mes objections. Mes objections sérieuses, elles sont sur Patreon. Alors, du coup, ouais, là, je meuble. Parce que je suis en train de chercher l'adresse de... je vais copier mon... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le Patreon direct? Ouais, je vais vous mettre ma page. Ce sera plus simple. Surtout qu'il y a un podcast gratuit. Voilà, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Je vous mets le lien là. Et vous pouvez télécharger directement un podcast qui fait 4 ou 5 heures. Hein, pour vous donner un aperçu de ce que je fais sur Patreon. Si ça vous intéresse tous les mois de venir écouter les nouveaux épisodes. Voilà, donc je mets un petit mot. Bienvenue. Comment je peux écrire ça? Ouais, sur mon Patreon. Non, ça fait nul. Bienvenue dans le royaume. C'est mieux. De mes podcasts. Et je vous mets un petit smiley sympa. Vous voulez qui? Sarx? Cifre? Ah, on met Sarx parce qu'il se remue, j'aime bien. Il bouge Sarx, ça m'amuse. Bienvenue dans le royaume de mes podcasts. Voilà, c'est très bien. Comment on fait pour faire... pour mettre en surbrillance un message? C'est vrai, je vous pose la question parce que j'ai jamais su. Hein. C'est le moment ou jamais, du coup, d'apprendre. Paramètres de surbrillance dans le chat. Ah oui, il faut claquer des points ou je sais pas quoi, c'est complètement débile. C'est complètement Twitch, ça. J'ai des points, j'ai combien de points? Je sais même pas où on le voit.
Par défaut, non, je m'en fous. Mentionner, non, je m'en fiche, c'est quoi ça? C'est pas clair. Bon, du coup, je laisse tomber. Je mets mon message normal. Voilà. Bienvenue dans le royaume de mes podcasts. Vous avez le lien direct pour aller sur Patreon. Ouais, comme dit Naibi, c'est ça, claquer les points en dessous de la barre de saisie. Ouais, elle me montrera, voilà, elle me dit Naibi. Donc bientôt, je saurai, moi aussi, comme vous, mettre en surbrillance un message. Je retourne, du coup, ça en fait des allers. Qu'est-ce que je fais pas pour vous, les gars? Je marche pour vous. Je retourne sur devant mon gros écran, qui est pas si gros. Je lance les dés, et je vous lis la petite phrase avant de dire au revoir. Et du coup, on aura fait presque 1 heure. On est censé faire une demi-heure. Hein. Donc vous me devez une demi-heure. Voilà. Tous, vous devez faire un podcast d'une demi-heure et me l'envoyer. Comme toujours, il y a un dé qui tombe. Non, je dis comme toujours, c'était avec une fois. Ce qui nous fait 462. Donc je vous lis la petite phrase qui provient d'un livre qui s'appelle Pensée laconique, au pluriel. La vérité est un mensonge qui nous plaît, que vous pouvez trouver sur Amazon. Voilà. Un livre que je vous recommande si vous aimez les petites phrases. Si de temps en temps vous retweetez un tweet parce que vous trouvez que le tweet était intéressant, etc., bah là c'est comme s'il y avait plein de tweets. Il y en a plus d'un millier. Plus d'un millier de tweets qui sont censés vous faire réfléchir. Je ne sais pas s'ils y arrivent toujours, mais c'est le but. Du coup, j'ai oublié le chiffre. Attendez, je revois mes dés. Oui, mais dans quel sens je les avais lus? 462 ou 200? Je sais plus. Attendez, je relance mes dés du coup. Parce que je les avais lus... je sais plus dans quel ordre je les ai lus, en fait. Voilà, donc 341. Ah, 462, on me dit. Ok, donc ça va. Du coup, je garde le... Putain, vous êtes réactif. 462. Je garde le premier score. Les exceptions ont des allures de généralité quand les minorités crient plus fort que la majorité. Putain, on dirait une vanne envoyée à Twitter, les gars. Je vous la relis. C'est pas le moment de la lire. Celle-là, ne la diffusez pas trop sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des problèmes. Hein, surtout en période de Hogwarts Legacy. Les exceptions ont des allures de généralité quand les minorités crient plus fort que la majorité. Je vous laisse y réfléchir, c'est intéressant. Ça parle beaucoup de Twitter, je trouve. Je dis c'est intéressant au sens où... je dis pas que c'est bien, hein, je suis pas en train de m'envoyer des fleurs. Je dis que ça peut être un axe de réflexion, voilà. Sur ce, puisque ça fait quasiment 1 heure que je suis là, je vous souhaite le meilleur des dimanches. Je vois LTF4, je lui dis au revoir. Donc il dit t'inquiète pas papy, et Naivi va te montrer comment ça fonctionne. Et là c'est pour mettre une pièce jointe. Ben oui, mais ne rigole pas, c'est que réellement je comprends rien du tout à Twitch. En vérité, je vais être honnête, je m'intéresse absolument pas à Twitch. Donc du coup j'ai pas la volonté de m'y intéresser, et quand on n'est pas motivé, bah ça avance pas quoi. Donc Naibi qui manifestement qui met davantage les mains dans le cambouis quand elle est sur Twitch, saura davantage m'expliquer, ce sera mieux. Voilà. Donc je suis fier d'être un papy quand je suis sur Twitch. Il y a des moments où je suis content d'être vieux. Et quand je vois Twitch, quand je vois le rap français, quand je vois certains mangas totalement décérébrés, bah je suis content d'être vieux. J'accepte de vieillir en fait. Je me dis ah, ça a du bon en fait d'être vieux dans ces moments-là. Voilà. Je vous dis au revoir à tous. Portez-vous bien, ne faites pas de bêtises. Lisez un petit peu, je sais, c'est pas toujours agréable de lire. Écoutez les podcasts de Henri Guillemin, voilà, surtout Napoléon et Robespierre. Vraiment incontournable. Pour moi, c'est le plus grand podcasteur du monde, ce gars-là. Il est incroyable. Je sais pas comment c'est possible de tenir autant d'heures comme ça en parlant et en donnant autant de détails. Le mec est un maître, c'est notre maître à tous. Voilà, c'est le dieu des podcasteurs. Henri Guillemin. Donc écoutez son podcast sur Napoléon et celui sur... D'abord Napoléon parce que c'est de la dark fantasy. Ça va vous faire tomber dans... Ça va être un cauchemar. Vous allez sortir de ce truc complètement assombri. Et ensuite écoutez Robespierre qui a été le seul dirigeant français honnête qui s'est occupé du peuple. Voilà, donc c'est intéressant de passer de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, 57 il est. Donc voilà, on va dire que ça fait 1 heure que je suis là. Donc portez-vous bien, bon dimanche. Au revoir tout le monde.